En début de traitement, moi je vois les patients après 3 semaines ou un mois. Il faut savoir que, d'abord, le traitement, au début, les doses sont très faibles, hein, puisqu'on augmente très progressivement les doses. Au rythme auquel je prescris du baclofène, au bout d'un mois, ils sont à 10 comprimés par jour, 9 ou 10. C'est quand même une dose qui reste relativement faible. Les patients, quand il y a des événements indésirables avant la fin du premier mois, ils ont mon numéro de téléphone, ils m'appellent, et ça se passe très facilement. Ils ont un événement indésirable, ils m'appellent, c'est très très courant. Et ça se règle. Ils ont la consigne, quand ils commencent leur traitement, d'arrêter l'augmentation des doses s'il y a des effets indésirables qui sont gênants, de rester à un palier inférieur. Ils comprennent ça très bien, ils le font. Après le premier mois, on implique beaucoup plus le patient dans le traitement. C'est-à-dire que le principe, ce que je fais, c'est d'augmenter d'un comprimé de plus tous les 3 jours. Ils ont expérimenté pendant le premier mois cette augmentation. Ils savent la gérer. Après un mois, on cible plus les horaires de prise en fonction des prises d'alcool. Le premier mois, c'est plutôt un mois de tolérance, pour savoir s'ils tolèrent le traitement. Après, on cible plus sur les horaires. Il faut savoir que le baclofène a une demi-vie de 4 heures à peu près, que prendre du baclofène à 8 heures le matin, alors qu'on boit à partir de 18 heures, comme ça arrive très souvent, c'est inutile. Ce qui n'empêche pas que ce soit une bonne chose de garder une couverture baclofène toute la journée, c'est-à-dire de prendre matin, midi et soir, mais les doses du matin et de midi ne doivent être là que pour habituer le cerveau à la présence du baclofène, mais on va forcer la dose vers 18h, 17h, quand les patients généralement sortent de leur travail, quand on cible les prises du soir. C'est un exemple. En fait, on apprend aux patients à utiliser le baclofène en fonction des moments où il a envie de boire, des stress dans l'existence. Beaucoup de patients savent qu'ils ont envie de boire quand survient un événement stressant. Et là, on leur dit, prenez-en 2 ou 3 de plus à ce moment-là, etc. Il y a toutes sortes de recettes qu'on développe avec les patients. Et eux, les patients, se prennent en charge petit à petit. Et c'est là où certaines recommandations de la NSM, de la RSU sont absurdes, on va les voir. Les patients se prennent en charge. Ils conduisent le traitement en fonction de leur envie de boire. C'est une question très importante et je n'ai pas de réponse. Mon idée, quand la RTU est parue, c'était que nécessairement les patients inclus dans la RTU seraient remboursés, ce qui n'est pas toujours le cas quand on prescrit hors AMM, même si c'est souvent le cas, ça dépend un peu des caisses. Mais pour moi, ça allait de soi, étant donné qu'il y avait une autorisation, mais il paraît que ce n'est pas le cas. Mais il paraîtrait qu'il y ait des discussions en route et que les patients vont bientôt être de façon uniforme, remboursés s'ils sont dans le cadre de la RTU. Mais j'avance quelque chose, je ne sais pas. S'ils sont en ALD, à mon avis, ils sont remboursés. Enfin, si on a ALD pour l'alcoolisme, a priori, ils devraient être remboursés. Mais je ne sais pas. Il faut dire que je ne me suis jamais beaucoup préoccupé de ça, que c'est très rare que les patients ne soient pas remboursés, que j'ai jamais mis sur mes ordonnances hors AMM et que c'est toujours passé, que j'ai eu quelques coups de téléphone ou lettres de médecins de l'assurance maladie mécontents et revendiquants, et que je les ai un peu méprisés, et que j'ai jamais regretté, et que ça s'est cantonné à quelques cas, mais dans l'immense majorité des cas, j'ai eu aucun problème et les patients ont été remboursés sans même le demander.